Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les travaux qui ont été majoritairement réalisés pendant ma thèse de doctorat et aussi un petit peu après en post-doctorat. C'est la collaboration assez inédite en France et même dans le monde entre des travaux de recherche en neurosciences et des travaux de recherche en archéologie et anthropologie. Cette collaboration, elle a été initiée à Bordeaux avec un projet financé par le CNRS et l'INEX de Bordeaux. Et le but, c'était d'associer un laboratoire d'archéologie et d'anthropologie, donc PACEA à Bordeaux, et un laboratoire de neurosciences, l'Institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux. Donc, moi, j'ai été insérée dans ce projet dès sa genèse, en fait. Et le projet a été poursuivi avec mon doctorat qui a été financé par le CNRS à travers un appel à projet 80 Prime qui finançait les projets hautement interdisciplinaires. Donc effectivement, entre neurosciences et archéologie, on était pile dans ce cadre-là. Et la collaboration a continué avec un financement du grand programme de recherche Human Past ici à Bordeaux. Actuellement, je travaille au centre interfacultaire de sciences affectives à Genève sur autre chose, toujours en neuroimagerie, mais là je vais vous présenter vraiment ce que j'ai fait pendant ma thèse et mon premier début de post-doctorat. Donc là, on va parler de la neuroarchéologie de la pensée symbolique et je vais vous présenter 3 études qui vont s'intéresser à la perception des gravures paléolithiques abstraites dans un premier temps. Et dans un second temps, on va parler de l'ornementation du corps. Comment est-ce qu'on attribue un statut social à des personnes en se basant sur la façon dont leur corps est ornementé. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la pensée symbolique selon ma définition? Je pense que c'est une spécificité humaine, probablement, qui correspond à la capacité de créer et de manipuler des symboles. Un symbole, c'est un ensemble de signes dont le sens est arbitrairement défini et conventionnellement partagé. C'est-à-dire que, par exemple, pour le panneau sens interdit, on sait tous que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette route dans un sens particulier, mais on a dû se mettre d'accord sur une signification qui va être partagée collectivement. Parce que si on regarde juste ce signe-là, on n'a aucune idée de ce que peut vouloir dire une barre dans un rond si on ne connaît pas le code sous-jacent, le code de la route. Et un signe, c'est pas nécessairement, un symbole, c'est pas nécessairement un signe abstrait, comme le panneau sens interdit. Ça peut être aussi une représentation figurative, comme ici la colombe de la paix, qui va représenter le concept de paix, et pas juste un oiseau qui porterait une branche. On a tous compris le sens derrière, mais ça encore, il faut partager la même culture pour pouvoir interpréter cette signification-là. Certains pensent que ce serait une capacité exclusive aux humains, comme une singularité cognitive humaine, telle proposée par Dehaene, qui remarque que les animaux ils peuvent apprendre à utiliser des symboles. On l'a vu notamment sur l'étude avec certains singes, mais les humains seraient les seuls à pouvoir les combiner récursivement et avoir cette capacité d'en créer de nouveaux. Donc, ce qu'on pense, c'est que peut-être la capacité de créer et de combiner des symboles serait marquée une étape cruciale pour le développement social et cognitif des espèces qui appartiennent au genre Homo. Et ce serait la capacité d'utiliser des symboles qui permettrait de représenter des objets qui soient concrets ou abstraits et qui soient présents ou absents dans l'environnement. Et donc, représenter aussi des concepts et pas seulement des objets concrets. Ces représentations, elles peuvent être soit internes, on les garde dans notre tête, soit inscrites dans l'environnement matériel. Et c'est ce qui peut se passer quand, par exemple, on grave des signes ou quand on écrit du texte sur un support. Là, il y a une volonté de modifier l'environnement pour pouvoir potentiellement partager des informations. Et l'utilisation de représentation aussi en sciences cognitives, on considère que ça peut permettre, c'est utile aux fonctions cognitives comme la planification et la mémorisation, et utile aussi à des fonctions de cognition sociale. Ça permet aussi d'enrichir le spectre des informations qui sont communicables aux autres et stockables, parce que par exemple, on peut noter des informations sur un support et s'en rappeler plus tard, ou l'utiliser pour le transmettre à quelqu'un d'autre plus tard, ou même à soi-même. Et ce qui participe à une culture cumulative transmissible qui pourrait conduire à un effet cliquet. Un effet cliquet, c'est-à-dire que chaque génération, elle peut utiliser les innovations des générations précédentes sans avoir besoin de réinventer la roue à chaque fois.
Donc, l'utilisation de symboles pourrait participer à l'évolution à la fois cognitive et culturelle. Et comme indicateur archéologique de comportement symbolique. Donc, il y en a de plusieurs types, mais lors de ma présentation, on va s'intéresser à deux grandes catégories, si je puis dire. D'une part, les gravures paléolithiques abstraites, comme ici ces pièces qui sont retrouvées à Blombos en Afrique du Sud il y a 70 000 ans. Ou un autre type de matériel potentiellement symbolique à travers l'ornementation du corps qui pouvait être réalisée avec de l'ocre, comme on voit ici, pour réaliser des motifs. Enfin, ça pouvait être soit ornementer le corps pour des motifs sociaux, d'autres disent que ça peut être aussi esthétique ou utilitaire, par exemple se protéger des moustiques ou des coups de soleil. Et aussi des objets de parure dont Solange parlera plus cet après-midi. Qui pourrait être vu comme une technologie de communication qui permette de donner des informations sur l'identité sociale du porteur pour les membres de son groupe qui sauraient interpréter le code. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est paré avec des perles, par exemple? Et aussi aux groupes voisins qui partageraient le même langage symbolique, qui seraient capables d'interpréter ce code-là. Comme on l'a vu avec le panneau sens interdit, il faut connaître le message qui peut être porté derrière pour pouvoir l'interpréter. Et par rapport à ces gravures et ornements paléolithiques, il existe des controverses où certains chercheurs pensent que ce serait plutôt des buts esthétiques. Et parmi ces personnes, je vais vous parler de la théorie d'Ochan. Pourquoi celle-là? Parce que c'est la seule qui se base sur des arguments neuroscientifiques. Et moi, je vais utiliser une approche issue des neurosciences ici, donc on pourra tester cette théorie. Hodgson, ce qu'il propose, c'est que ce soit la perception de motifs géométriques dans la nature qui aurait déclenché une boucle de perception-production, on appelle ça. Donc les humains préhistoriques auraient vu ces motifs géométriques, ça aurait activé le cortex visuel primaire qui est sensible à l'extraction des primitifs géométriques. Et ça aurait été en quelque sorte satisfaisant et ça les aurait incités à reproduire ces motifs. Et ainsi, en les reproduisant, il y en avait plus qu'ils étaient en train de percevoir et ça conduisait à cette boucle perception-action. Donc Hodgson, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fait jouer un rôle essentiel au cortex visuel primaire dans la perception et la production des premières gravures paléolithiques abstraites. Que ces gravures pourraient avoir plutôt le potentiel de transmettre des informations soit par la nature de leur support, donc en quoi elles étaient faites, est-ce que c'était de l'os, de la pierre ou des défenses de mammouth ou je ne sais quoi encore, soit aussi par le motif qui était présent dessus. Et dans ce cas-là, notre hypothèse, c'est que la perception de ces gravures, de ces motifs abstraits, mobiliserait un traitement cérébral intégratif, c'est-à-dire un traitement cérébral qui mobilise des régions qui sont impliquées dans la reconnaissance de percepts visuels et leur catégorisation, comme parlait Adrien tout à l'heure. Catégorisation, quelque chose de très important. Et donc, pour tenter de répondre à cette question, je vais vous présenter une approche neuroarchéologique, c'est-à-dire l'utilisation de techniques de neurosciences pour étudier des traces, des comportements dont les archéologues retrouvent des traces. L'idée, c'est d'émettre des hypothèses à propos du fonctionnement cérébral des humains préhistoriques qui ont été nécessaires pour produire ces traces que les archéologues retrouvent. Et on voudrait comprendre idéalement comment les fonctions cognitives supérieures, par exemple le langage ou la mémorisation, sont apparues dans l'histoire évolutive et comment est-ce qu'elles ont évolué. À ce jour, on a réalisé une revue de la littérature avec Francesco et Emmanuel, qui ont participé à ma thèse, sur toutes les études de neuroarchéologie qui utilisaient des techniques de neuroimagerie. Donc il n'y en avait pas des centaines, c'était pratique pour faire la revue. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que pour l'instant, en fait, les études, elles s'étaient principalement concentrées sur la taille d'outils en pierre. Qu'est-ce qui se passait dans le cerveau quand on taillait des outils en pierre de différentes complexités, de différentes technologies? Mais il y avait peu d'études il n'y avait pas d'études en fait qui s'étaient intéressées aux bases de l'émergence de comportements symboliques. Donc en fait, nous étions les premiers à faire ça et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Notre objectif dans cette présentation, ça va être de caractériser les régions cérébrales qui auraient pu intervenir dans l'émergence du comportement symbolique chez les espèces appartenant au genre Homo.
cela, je vais vous présenter 3 études. La première, ce sera sur la perception de gravures paléolithiques abstraites. On voudra voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on regarde ces premières gravures abstraites. Dans une deuxième étude, on ira un peu plus loin, on présentera aux participants les vraies photos de ces gravures et on leur demandera d'identifier est-ce que c'était des gravures paléolithiques ou est-ce que c'était des traces qui pouvaient ressembler à des gravures paléolithiques mais qui n'auraient pas été faites avec une intention de passer un message mais qui auraient été faites par des phénomènes naturels, par exemple de la fossilisation ou de l'érosion ou des traces de rongement des os par des carnivores. Et on va comparer une population d'experts archéologues de ce type de représentation avec des participants qui n'avaient aucune connaissance de ce type de production. L'idée étant de voir est-ce que dans le cerveau ça fonctionne différemment quand on est expert de ce type de motif versus quand on ne l'est pas. Le but, c'était de simuler la familiarité des hommes préhistoriques avec ce type de matériel. Parce que, comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure, si on est familier du code, on va pouvoir l'interpréter et le comprendre. Mais quand on ne connaît pas du tout, on peut ne pas réagir de la même façon. Et les seuls humains modernes qui sont capables de connaître ce type de code, ou en tout cas au moins d'être familiers avec, ce sont des archéologues spécialistes de ce type de matériel. Parce que c'est plus du tout quelque chose qu'on va retrouver dans la population générale. Enfin, dans une troisième étude, on va s'intéresser à l'ornementation du corps à travers l'utilisation de parures et de peintures pour représenter un statut social. Et là, on demandera aux participants d'attribuer des statuts sociaux à partir des ornements visibles sur les visages. Ah oui, au niveau cérébral, je pense que je vais passer assez rapidement là-dessus, mais on sait dans la littérature quelles sont les régions impliquées lorsqu'on perçoit par exemple différentes catégories de stimuli. Ce ne sont pas les mêmes régions qui sont activées quand on regarde des visages que quand on regarde, quand on lit un texte ou que quand on regarde des objets ou encore des paysages. Il y a également tout un tas de régions qui appartiennent à ce qu'on appelle le cerveau social et qui vont être impliquées dans le traitement de stimulus sociaux, donc des visages, des tâches sociales. Et en fait, on va regarder dans ces régions et réseaux de régions qui sont connus dans la littérature de neurosciences, comment est-ce que la perception de gravure et d'ornementation du corps vont activer ou pas ces régions-là, vont mettre en jeu ces régions-là, pour comparer à ce qu'on connaît sur des processus qui ont été plus largement étudiés en neurosciences. Et la méthode des études, pendant les 3 études que je vais vous présenter, ce sera la même. C'est de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. On met les participants dans la machine IRM et en fait, on va enregistrer à ce moment-là le signal BOLD, qui est un indicateur indirect de l'activité neuronale, pendant que les participants font une tâche. Donc le but, c'est de regarder comment varie l'activité du cerveau pendant cette tâche-là. Et ce qui est important, et on va mesurer ce signal BOLD dans les 384 régions de l'atlas cérébral Aïcha. Donc c'est un atlas cérébral qui divise le cerveau en 384 régions fonctionnelles homotopiques. Ça veut dire que, en fait, le cerveau il est découpé en 384 régions et une région dans un hémisphère, elle sera fonctionnellement équivalente à son homotope dans l'autre hémisphère. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça nous permet de calculer des asymétries cérébrales et de regarder si, par exemple, une région donnée, elle est plus activée dans l'hémisphère droit que dans l'hémisphère gauche ou l'inverse, ou si elle est équivalente. On procède toujours par contraste. Ça, c'est super important de bien retenir cette information, surtout quand on n'est pas familier de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va regarder les activations cérébrales dans une condition d'intérêt donnée. Par exemple, percevoir une gravure paléolithique abstraite. Et on va comparer statistiquement ce qui se passe quand on regarde l'activité cérébrale dans une condition contrôle. Et le but, c'est de faire des comparaisons statistiques donc, entre cette condition d'intérêt et cette condition contrôle. C'est ce qu'on appelle faire un contraste. Et d'isoler les activations qui sont statistiquement spécifiques de la condition d'intérêt avec des tests appropriés. Et ainsi, on peut isoler donc, les processus qui sont mis en œuvre spécifiquement dans la tâche que l'on regarde. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on regarde toujours les activations cérébrales
en comparaison avec quelque chose de référence. Donc ça veut dire que s'il y a des régions cérébrales qui sont mobilisées dans la condition d'intérêt et dans la condition de référence, quand on va comparer statistiquement, ben, ça va disparaître de l'image finale, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas présent dans la condition d'intérêt. Ça veut dire que c'est pas plus présent dans la condition d'intérêt que dans la condition contrôle. Donc voilà pour les points méthodologiques. Après, si jamais vous avez des questions au milieu, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais vous présenter maintenant la première étude qui visait à étudier la caractérisation des régions cérébrales impliquées dans la perception visuelle des gravures paléolithiques abstraites. Elle a été publiée dans Royal Society Open Science en 2019. Et le but, c'était de savoir quelles sont les régions cérébrales qui sont impliquées dans la perception des gravures paléolithiques abstraites. Donc on va présenter aux participants des schémas de gravure dans leur version intacte et dans leur version scramble. Alors scramble, ça veut dire qu'en fait, on a pris l'image originelle, comme ça, on l'a mélangée, enfin on l'a découpée en plein petits bouts, et on l'a mélangée. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, les paramètres de bas niveau de l'image, ils sont ainsi préservés. C'est les mêmes choses, la même luminance, le même contraste. Par contre, dans la version scramble, il n'y a plus aucune forme qui est reconnaissable. La structure est complètement désorganisée, et donc ça va nous permettre, par contraste, de savoir est-ce que c'est différent de voir ça en préservant la structure, ou est-ce que les gravures ne sont pas interprétables, et que ce soit en version intacte ou en version scramble, c'est la même chose et on n'observera pas de différence cérébrale. On va aussi comparer la perception des gravures avec celle d'autres catégories dont on connaît les bases cérébrales dans la littérature. Ces catégories, ce sont les objets qui déclenchent l'accès au lexique, parce qu'on peut les nommer, on sait comment ça s'appelle. Ça déclenche aussi des connaissances sur comment est-ce qu'on peut les utiliser, et on reconnaît que ce sont des entités discrètes qui peuvent avoir un sens et une utilité. Il y a également la version scramble des objets. On va comparer également avec des scènes extérieures qui sont des paysages où, au contraire des objets, ce ne sont pas des éléments uniques, mais c'est une multiples éléments dans un environnement donné. Du linéaire B, qui est un ancien système d'écriture qui était inconnu des participants. Donc là, normalement, personne ne peut lire ça, mais on peut reconnaître que ça a le potentiel de porter un message symbolique. Donc on voit que c'est symbolique, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et enfin, les mots, là, c'est symbolique. C'est des combinaisons qui sont surapprises et qui déclenchent aussi l'accès au lexique et à la prononciation. On peut les lire, les prononcer, on peut savoir ce que ça veut dire. Et là, clairement, c'est la version symbolique déchiffrable. Donc, on va comparer les gravures se comportent par rapport à ces différentes catégories. Alors, on a mis 27 participants dans l'IRM et on leur a présenté une succession de schémas de gravure paléolithique, de scramble et puis de toutes les autres catégories dont je viens de vous parler. Et on enregistrait bien sûr leur activité cérébrale pendant qu'ils étaient en train de regarder ça. Et ils avaient une tâche à faire qui s'appelle la tâche one back, c'est-à-dire ils devaient appuyer sur un bouton dans l'IRM pour détecter, signifier qu'ils avaient détecté que deux images identiques étaient présentées juste à la suite. Par exemple, ils voyaient celle-là, 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 et là, il fallait cliquer parce que c'est la même que celle juste avant. Je vais vous montrer ce qui se passait si vous aviez été dans l'IRM. Vous auriez vu ça pendant quelques minutes. Là, il fallait cliquer. Normalement, tout le monde arrive à faire cette tâche. Le but, c'était juste d'avoir un indicateur que les participants étaient bien en train de faire attention à ce qui leur était présenté dans l'IRM. Voilà. Et il y avait la même chose pour les scrambles. Là, les scrambles, c'est plus difficile à faire, mais tout le monde y arrivait aussi. Et pour toutes les catégories visuelles. Bref. Ce qu'on trouve au niveau des résultats, c'est que lors de la perception des gravures, il y avait 10 régions cérébrales qui étaient particulièrement impliquées, et plus que lors de la perception des scrambles des gravures. Ces 10 régions, elles font partie de ce qui s'appelle la voie visuelle ventrale.
qui est spécialisé dans la reconnaissance et l'identification des percepts visuels. Et on ne note pas d'activation plus importante de l'aire visuelle primaire, qui est par là, et qui n'est pas présentée, dans la perception des gravures comparée à la version Scramble. On a comparé comment les gravures étaient perçues par rapport aux autres catégories visuelles. Et donc ça, c'est les 10 régions qui étaient présentées dans l'image d'avant. Donc c'est 10 régions qui appartiennent à la voie visuelle ventrale. Elles ont toutes des noms spécifiques. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'en fait, les gravures en bleu, non, en rouge, pardon, et les objets en bleu, ils recrutent ces régions de la voie visuelle ventrale de manière similaire. C'est les deux courbes qui sont les plus proches. Et ce qu'on voit d'intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y a une région qui s'appelle fusiforme 4, qui est impliquée dans le langage, mais ce n'est pas du tout la seule région qui est impliquée dans la lecture et le langage. Mais en tout cas, elle est activée à gauche. Enfin, elle semble activée à gauche par les gravures, les objets, mais aussi les mots, et moins à droite. Donc, on a voulu tester la symétrie d'activation de cette région fusiforme 4 en fonction des différents types de catégories visuelles. Et ce qu'on trouve, c'est que conformément à la littérature, cette région, elle est super asymétrique gauche. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus activée dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit, pour les mots. Mais également, dans une moindre mesure, mais quand même significative, pour les gravures, les objets et le linéaire B, qui peuvent porter du sens, mais pas du tout pour les scènes. Notre hypothèse, c'est que plus un stimulus serait identifié comme véhiculant du sens ou potentiellement symbolique, et plus cette asymétrie de fusiforme 4 serait importante. En cette étude, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas d'activation plus importante de l'aire visuelle primaire lors de la perception des gravures par rapport au scramble. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ça ne soutient pas l'hypothèse d'Hodgson dont je vous parlais avec cette boucle perception-production. Au contraire, on a montré que la perception des gravures, ça mobilisait plus en amont, plus en aval, non, je sais plus, plus loin dans la voie visuelle ventrale, des régions qui montreraient un traitement plutôt associatif et intégratif. Et le profil d'activation similaire entre les gravures et les objets, ça pourrait montrer que ce sont des entités visuelles cohérentes auxquelles une signification peut être attachée. Et la symétrie gauche de fusiforme 4 pourrait révéler la possibilité de porter du sens ou de rechercher du sens. Donc en somme, le cerveau humain, il perçoit les gravures comme des entités graphiques auxquelles des informations sémantiques peuvent être reliées. Et nos résultats expérimentaux, ils soutiennent l'hypothèse que ces gravures, elles auraient pu être utilisées comme des signes, voire des symboles, et transmettre des informations codées, et donc être voilà, soit un signe, soit un symbole. Loin, je vais vous présenter la deuxième étude sur les gravures paléolithiques abstraites, où cette fois-ci, on regarde qu'est-ce qui se passe quand on attribue une intentionnalité et une origine humaine à ces motifs-là. Donc pour cela, on va présenter des photos de gravures et d'autres traces non intentionnelles à des participants qui vont être soit experts archéologues de ces gravures, soit des participants qui vont être appariés à ces experts archéologues, qui vont être avec un bac+8, le même âge, le même genre, mais qui n'avaient pas connaissance de ce type de matériel. Si je ne me trompe pas, certains dans la salle ont participé à l'étude. Et donc, ils vont participer peut-être à la variance des résultats présentés. Et là, je crois que personne n'en a fait partie du groupe contrôle. Bon. L'objectif de l'étude, donc, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on attribue une intention à des traces abstraites et comment est-ce qu'on peut reconnaître ou pas si ça a été des motifs faits par l'homme ou pas faits par l'homme. Est-ce que c'est plus difficile d'attribuer des motifs... Enfin, est-ce que c'est plus difficile d'attribuer une origine humaine à des motifs que d'attribuer une origine non humaine? On va pouvoir répondre à cette question aussi. Et on va regarder est-ce que donc l'effet de la familiarité ou de l'expertise influence les processus cérébraux mis en œuvre et influence nos résultats comportementaux également. Donc la méthode, c'était de recruter des participants archéologues et des participants appariés, comme je vous l'ai dit. Et
dans l'IRM, ils devaient regarder des photos de gravures et d'autres traces et répondre à une question par oui ou par non, avec un boîtier réponse dans l'IRM pour dire est-ce que ça a été fait par un humain? Oui ou non? Et on va y référer comme la tâche d'attribution dans la suite de la discussion des résultats. Donc c'était attribuer une origine humaine ou non à ces motifs. Donc voilà, il répondait. Et donc ça, c'est notre condition d'intérêt. Par contraste, on va la comparer à une condition de référence, qu'on va nommer orientation. Et là, dans ce cas-là, c'est les mêmes images qui sont présentées aux participants, sauf que la tâche à faire est complètement différente. Il faut dire, est-ce que le support est plutôt avec un axe le plus grand vertical, oui ou non, ou horizontal? Donc là, la réponse verticale, c'est non, c'est oui. Il fallait faire vraiment attention au support de la trace et pas aux traces elles-mêmes. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on va pouvoir comparer les activations cérébrales à partir de la perception des mêmes images quand la tâche est totalement différente et ainsi isoler les processus qui vont être plus spécifiques de l'attribution d'une intention humaine. Ah oui, ça c'était ce qui se passait dans l'IRM. Donc on voyait la question humain. Est-ce que ça a été fait par un humain ou pas? Et quand la gravure disparaissait, la question elle était rappelée et c'est là que les participants devaient répondre. Et c'était mélangé entre les essais qui étaient soit de répondre à est-ce que c'est humain ou soit de répondre à est-ce que c'est vertical. Hop. Au niveau comportemental, après on a demandé aux participants, donc tous, sur quels critères ils s'étaient basés pour dire est-ce que c'était humain ou pas. Ce qui revient principalement, c'est donc la répétition des marques, la forme des marques, est-ce qu'il y avait des croisements, des parallèles. Et étonnamment, les critères les participants experts des participants non experts. Par contre, quand on regarde les résultats comportementaux, on voit que les experts y répondent significativement au-dessus du niveau du hasard, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un fort taux de bonnes réponses et qu'ils ne répondent pas oui ou non au hasard. Donc ça montre la validité de notre tâche et c'était pas gagné d'avance parce que les experts en archéologie ne travaillent pas du tout comme ça d'habitude. C'est pas en regardant 750 millisecondes une image présentée sur un écran en noir et blanc qui détermine si ça a été fait par l'homme ou pas. Et aussi, je vous précise que c'était pour la plupart des gravures qui n'avaient jamais été vues par les experts auparavant. C'était pas seulement de la reconnaissance de choses déjà connues, mais vraiment sur des nouvelles gravures qui étaient inconnues. Sinon, c'est trop facile. Et par contre, les participants contrôle, ils répondent complètement au hasard, même s'ils rapportent avoir les mêmes critères que les experts. Et il y a une différence significative donc, selon l'effet de l'expertise et aussi selon l'effet de humain-non humain. En fait, c'était plus difficile d'arriver à identifier quand c'était non humain que quand c'était humain. Et ça, que ce soit pour les deux groupes. Et pour la tâche d'orientation, la répondre à est-ce que c'était vertical ou pas. Bien sûr, il n'y a pas de différence en fonction de l'expertise en archéologie. Et tout le monde est arrivé à faire très bien cette tâche. Ouf! Donc, quelles étaient les régions qui étaient plus activées par l'attribution d'une origine humaine à ces gravures par rapport à la tâche d'orientation, qui faisait intervenir les mêmes images, mais pas les mêmes processus? C'est des régions qui sont situées dans le cortex occipital latéral et des régions occipito-temporales. Donc ça montre un traitement visuel intégratif et ça confirme les résultats de la première étude que je viens juste de vous présenter. Enfin, ça mobilise aussi l'insula intérieur et le cortex singulaire antérieur, en violet, là, qui sont impliqués dans la détection et la sélection des éléments pertinents pour prendre des décisions. Et on note toujours pas d'activation de l'aire visuelle primaire. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que l'implication de ces régions, elle est différente en fonction de l'attribution d'une origine humaine ou non humaine. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des régions qui sont plus activées quand on attribue une origine non humaine que humaine. L'inverse ne donne pas de région plus activée quand on attribue humain que non humain. Et ces régions, c'est en gros l'insula intérieur, le cortex singulaire antérieur et aussi des structures sous-corticales comme le thalamus et les noyaux codés. Et ces structures, toutes ensemble, elles forment ce qu'on appelle le réseau de la salience. Et c'est un réseau qui permet
de détecter les éléments pertinents pour guider le comportement et prendre des décisions. Et l'autre question qu'on se posait, c'était est-ce qu'il y a un effet de l'expertise en archéologie, ou en tout cas de l'expertise, de la familiarité avec le type de matériel, quand on attribue une origine humaine ou pas au motif présenté? Et dans ce cas-là, il n'y a pas de régions qui sont plus activées par les participants contrôle que par les participants experts. Par contre, il y a des régions qui sont davantage mobilisées par les experts que par les contrôles. Et il s'agit de régions associatives visuelles qui sont plus mobilisées par les experts. Et également du thalamus, ce qui pourrait refléter un effet de familiarité. La familiarité ici, ça a été montré par d'autres études en neurosciences que l'impression d'avoir déjà vécu, experienced, je ne sais pas trop comment on dit, d'avoir déjà vu ce percept ou cette situation, ça pourrait activer l'implication du thalamus qui est cohérent avec nos données ici. Ouais, je peux pas passer. Bon, bah, il n'y a pas de suite. Je sais pas comment faire. Bug total. Là, on m'entend? Je sais pas. Ah ouais, super. Bon. En conclusion de cette deuxième étude, donc on a confirmé le rôle central des aires visuelles associatives dans le traitement des gravures et on a vu que cet effet il était davantage renforcé par l'expertise. Perdu. Et que l'attribution humaine, elle était plus difficile et qu'elle reposait sur le réseau de la science, notamment, qui est impliqué dans la sélection des éléments pertinents et aussi qui a son activité qui augmente avec l'incertitude. Et donc peut-être que ce réseau était davantage mobilisé parce que c'était plus incertain d'arriver à attribuer une origine non humaine que humaine. Il y avait un degré de confiance moins élevé pour les participants pour cette attribution-là. Et il a également été montré assez récemment que le réseau de la science il pouvait être également impliqué dans l'attribution d'intention à autrui, en plus des régions classiques de théorie de l'esprit. Et maintenant, je vais vous parler de la troisième étude. Donc là, on laisse de côté ce qui est gravure paléolithique et on va s'intéresser à l'ornementation du corps, qui est un comportement ancien dans l'histoire de l'humanité et qui pourrait être un moyen de communication visuelle pour donner des informations sociales sur l'identité de porteurs d'ornements au sein de son groupe et à travers les groupes voisins qui partageraient ce même langage symbolique commun. Là, le papier, il est en révision avec Solange, Francesco et Emmanuel. On espère qu'il finira par passer cette année. Ici, l'objectif, c'était de regarder les bases neurales qui étaient impliquées dans l'attribution d'un statut social à partir de l'ornementation du corps, telle qu'on l'a représentée avec des parures en perles faites par Solange et des peintures rouges aussi. L'idée, c'était pas de reproduire des parures préhistoriques parce que c'est plus utilisé dans notre culture et on n'a pas du tout la certitude de savoir comment est-ce qu'elles étaient utilisées, dans quel contexte, avec quelles associations. Donc, on a créé ce qui nous semble être un prototype de l'ornementation du corps. Et le but, c'était pas forcément de reproduire quelque chose de totalement existant, mais en tout cas que le concept soit là et que les participants qui vont être dans l'IRM vont utiliser ce concept-là d'ornementation du corps pour attribuer des statuts sociaux. Donc on avait créé un modèle avec 35 modèles différents, 35 personnes, hommes et femmes, en proportion équivalente, qui étaient pris en photo lorsqu'ils portaient des parures en perles de complexité croissante, des peintures de complexité croissante et les deux en même temps. Et ça nous servira de base, en fait, enfin, ça nous a servi de base dans l'IRM pour présenter des combinaisons de ces photos. Dans l'IRM, en fait, les gens ils voyaient trois personnes ornementées différemment et ils devaient répondre à des questions, soit d'attribution de statut social, donc il y avait 10 questions différentes, sur, par exemple, parmi ces trois personnes, qui est le chef? Et là, ils devaient choisir personne 1, personne 2, personne 3. Et on leur demandait de faire ça en se basant sur l'ornementation.
Est-ce que c'était plutôt des perles ou des peintures, la combinaison des deux, la complexité, etc. Et donc, il y avait 10 questions différentes de statut social, donc chef, guérisseur, guerrier, chaman, musicien, conteur, parent ou encore éclaireur. Et donc, nous, ce qu'on voulait vraiment voir, c'est quels sont les processus cérébraux mis en jeu quand on attribue un statut social à partir de l'ornementation du corps. Donc ça, c'est notre condition d'intérêt sur le statut. Et la condition de référence, c'est de faire attention aux ornements. 10 questions pour vérifier la présence ou l'absence d'ornements particuliers. Par exemple, parmi ces 3 personnes, qui a un collier, qui n'a pas les joues peintes, etc. Dans le cas de questions sur la vérification d'ornements, il y avait évidemment une bonne réponse. Par contre, dans le cadre d'attribution d'un statut social, c'était à chaque participant de faire son propre code. On n'avait pas de... Oui. Oui. Alors, en fait, ça, on va dire que c'est un stimulus. Donc, ils voyaient les 3 en même temps. Et après, c'était pas toujours les mêmes personnes avec les mêmes ornements. Et l'ordre enfin, l'ordre des triplés pouvait changer. Et après, l'ordre de présentation aussi des questions était aléatoire à chaque expérience. Ouais. Les catégories, il y en a qui sont assez proches. Est-ce que ça ne peut pas mettre un doute aux participants dire, oh merde, je ne sais pas la différence entre un chaman et une guérisseuse, par exemple. Alors, ouais, c'est une bonne question. Avant l'expérience, en fait, on passait en revue les questions avec les participants et on leur demandait est-ce qu'ils avaient une idée d'à quoi pouvait correspondre chaque rôle, notamment pour le chaman, où tout le monde n'était pas familier avec. Et donc, si les personnes ne savaient pas ce que c'était un chaman, on pouvait leur dire que, par exemple, c'était quelqu'un qui pouvait communiquer avec les esprits dans une tribu. Et on s'assurait que les participants pouvaient donner leur définition à chaque statut différent. Sachant qu'après, il n'y avait pas de bonnes réponses ou de mauvaises réponses, mais on s'assurait qu'ils aient bien compris les questions. Le but de l'expérience, on faisait un petit test avant l'IRM. Et ouais, pour être sûr qu'une fois dans l'IRM, ils se voient, qu'est-ce que c'est chaman? On n'a jamais vu ce mot, et là, tout est fini. Ouais, donc, il y avait ça, et puis également, on demandait un petit peu les connaissances préalables qu'ils auraient pu avoir potentiellement en ethnologie ou en anthropologie. Et ben, personne. Il y avait... Bon. Et donc, on leur demandait, après l'expérience, sur quels critères ils s'étaient basés pour arriver à prendre les décisions d'attribution d'un statut social. Donc, on leur faisait passer un questionnaire et puis un entretien semi-directif. Et les critères, ils variaient entre les participants. Par exemple, certains considéraient que les perles, c'était pour certains rôles, mais pour ces mêmes rôles-là, d'autres participants pouvaient dire « Ah non, mais c'est la présence de peinture qui fait que c'est un éclaireur. » Je ne sais pas. Et aussi, les temps de réaction, ils étaient plus longs quand il fallait attribuer un statut social que quand il fallait vérifier la présence ou l'absence d'ornement. Ce qui pourrait indiquer que ça demandait bien un processus cognitif plus important d'arriver à faire cette attribution de statut social et que c'était moins automatique que de vérifier des ornements. Heureusement pour nous qu'ils n'ont pas mis le même temps à répondre. Ça aurait été un petit peu peut-être embêtant. Et voici les régions cérébrales qui sont donc impliquées dans l'attribution d'un statut social dans le cadre de notre tâche. Donc il y en a pas mal et elles peuvent être classées en 4 groupes. Donc des régions préfrontales comme le gyrus frontal moyen et inférieur et le sillon orbitaire. Des régions singulaires, insulaires et sous-corticales, donc ça fait penser au réseau de la science dont j'ai discuté tout à l'heure. Des régions occipito-temporales comme le gyrus occipital latéral, fusiforme par hippocampal et le pôle temporal. Et le sillon intrapariétal. Qu'est-ce qu'on sait de l'implication de ces régions dans la littérature? Pas de panique, je ne vais pas vous laisser juste avec les noms et les localisations comme ça, parce que je pense que ça ne va pas trop vous aider. Donc les régions occipito-temporales, ici en rouge, on peut penser que l'implication du gyrus para-hippocampique dans notre tâche, elle reflétait les associations contextuelles. Et en l'occurrence, ici, ce serait l'association entre un type d'ornementation et un statut social. Il y a des régions aussi dans occipito-temporales, fusiform face area et occipital face area, qui sont des régions connues pour être impliquées dans la perception des visages. Et leur présence dans notre tâche, ça pourrait montrer que, quoi qu'il en soit, même si on a dit aux participants de faire attention à l'ornementation du corps
aux parures et aux peintures pour attribuer le statut social, ils ont quand même traité de manière automatique les visages, qui sont indissociables. Et le pôle temporal pourrait peut-être refléter l'orientation du système visuel sur des éléments sociaux et peut-être moduler l'activité de la voie ventrale. Dans un second temps, en bleu, le réseau de la science, dont j'ai longuement parlé dans la deuxième étude et qui pourrait être impliqué dans la sélection, la détection des éléments pertinents et la prise de décision perceptive. En troisième, tout ce qui est cortex préfrontal qui participe notamment à la cognition sociale et dans certaines études à l'évaluation du statut social. Mais dans ces études d'évaluation du statut social, classiquement dans la littérature, c'est plutôt classé hiérarchiquement les rangs sociaux, par exemple, qui est le plus riche ou le plus fort ou le plus, je sais pas. Nous, dans les statuts qu'on a proposés, ça nécessitait pas forcément une hiérarchie sociale. On ne sait pas si être parent c'est mieux que chasseur. Ça nous paraît plus refléter l'organisation sociale où il y a de multiples statuts et rôles qui peuvent être ponctuels, évoluer et qui ne sont pas forcément impliquant une hiérarchie en fait. Et enfin, le sillon intrapariétal et les temps de réaction plus longs pourraient montrer que c'était une mobilisation intentionnelle plus importante dans l'attribution d'un statut social que dans la simple vérification d'ornement. Et ce qu'on a voulu faire pour aller plus loin, c'est de regarder comment ces régions, elles avaient le potentiel de travailler ensemble en réseau. Et pour cela, on a fait ce qui s'appelle une analyse de connectivité fonctionnelle au repos. Donc on a regardé au repos, dans l'IRM, comment ces régions elles étaient connectées ensemble. Donc plus c'est rouge et plus c'est un petit test qui indique que la valeur de la connexion est forte. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, il y a, je pense en plus le nom des régions est illisible, mais il y a deux grands sous-ensembles, sous-groupes de régions qui travaillent ensemble, donc plutôt visuel, et puis après ici plutôt du frontal. Mais il y a deux régions qui peuvent être vues comme des sortes de hubs en fait entre les deux sous-réseaux. Et ces régions, c'est pas n'importe lesquelles, si je peux me permettre de dire ça. C'est le temporal pole et encore une fois le gyrus fusiforme 4. Dans le temporal pole, ça va être vraiment le lien entre les informations visuelles et sociales. Et le gyrus fusiforme 4, c'est une région qui est impliquée aussi dans la perception des visages. Cette fois-ci, c'est le gyrus fusiforme 4 droit et pas gauche, comme dans la première étude. Et ce qu'on propose, en fait, c'est qu'on propose un réseau cérébral de l'attribution d'un statut social, donc dans le cadre de notre tâche, composé de toutes ces régions qui vont interagir ensemble. Mais en fait, il faut vraiment noter que toutes ces régions-là, elles ne sont pas spécifiques de la tâche. Elles sont impliquées dans plein de processus cognitifs différents, mais c'est potentiellement leur fonctionnement en réseau qui ont fait que cette tâche d'attribution d'un statut social à partir de l'ornementation du corps est possible. Et dans ce cadre, le fait qu'il y ait le gyrus fusiforme 4, le pôle temporal et le parahippocampe et l'hippocampe, ça pourrait refléter les aspects sociaux, mnésiques et associatifs de cette tâche, en lien avec le réseau de la science et le gyrus frontal inférieur, qui permettrait de sélectionner quels sont les éléments importants pour arriver à prendre cette décision, et aussi refléter le degré de confiance sur l'évaluation de la certitude qu'ont les participants à propos de la réponse qu'ils donnent. Genre plus l'incertitude augmente et plus ça pourrait être activé ou pas. Ça pourrait être modulé en tout cas. Le cortex orbitofrontal aussi est impliqué dans la prise en compte d'éléments sociaux pour l'évaluation de statuts sociaux, par exemple. Et donc, c'est vraiment l'interaction de toutes ces régions qui permettrait de mener à bien cette tâche dans ce contexte-là. En somme, pour conclure, je vous rappelle qu'à la base, on est parti d'une controverse sur la fonction des gravures et des ornements préhistoriques, avec certains comme Hodgson qui pensaient que c'était plutôt des buts esthétiques. Moi, les arguments que je vous ai montrés, ça va plutôt dans le sens d'une interprétation symbolique, donc avec ces objets qui auraient le potentiel de transmettre des informations de par leur motif ou la nature du support. Et on a montré que ça sollicitait un traitement cérébral intégratif lors de la perception et l'interprétation de ces objets-là. Et si on devait conclure sur les bases neurales de la perception des gravures et des ornements paléolithiques, on a vu que ça a mobilisé notamment des aires associatives de la voie visuelle ventrale, qui sont une première étape pour associer une signification au percept visuel. Ça mobilisait également... on s'est mobilisé plus par les experts que par les contrôles dans l'attribution d'une intentionnalité aux gravures.
Le réseau de la science semble également très important pour la reconnaissance d'intention, et c'est un réseau qui n'est pas étudié depuis si longtemps que ça, donc peut-être qu'il irait au-delà de la sélection d'informations pertinentes, mais pourrait avoir un rôle majeur dans le développement de la cognition humaine. Et enfin, tout ce qui est cerveau social pour traiter toutes les informations utiles à la vie en société. Et en somme, le travail de ma thèse, il suggère que peut-être au Paléolithique, il y avait déjà ces bases cérébrales qui étaient disponibles pour arriver à attribuer une intentionnalité et une signification à des percepts dans l'environnement et à la communiquer aux autres. Et je voudrais finir par remercier tous les gens qui ont travaillé avec moi pour ce travail en neurosciences, archéologie et anthropologie, puis en particulier Emmanuel Mellet, mon directeur de thèse, Francesco Derico qui a été super impliqué également, Solange bien sûr, et Nathalie qui a initié la collaboration. Et puis toutes les personnes listées, et puis vous pour m'avoir écouté. Merci.